trouvons pas de riches gisements fossiliers appartenant à ces périodes présumées antérieures au système cambrien, c'est-à-dire que différentes périodes que nous avons montrées tout à l'heure. Il dit que je ne peux donner aucune réponse satisfaisante. C'est Darwin qui a parlé. Pendant que tout le monde satisfait de théorie, Darwin reconnaît que théorie a une faille. Et il écrit sur ça. Il publie, il publie. Donc il reconnaît que, il dit que je ne peux donner aucune réponse satisfaisante. Le cas présent doit rester inexplicable. Parce qu'il n'est pas capable d'expliquer que il y a des animaux que vous voyez sans que vous ne voyez un ancêtre pour eux-mêmes, dans des espèces qui évoluent. Donc, puisqu'il n'est pas capable de prouver que l'animal ça a été évolué, donc il reconnaît que l'en face en situation qui est carrément inexplicable. Mais pas oublier, je dit tout à l'heure, pour le naturaliste, toute explication au besoin naturel. Il était capable de dire que, puisque je ne comprends pas, peut-être que l'animal ça paraît de manière surnaturelle. Mais puisque la vivre dans un système fermé, dans un univers fermé, côté miracle pas possible, côté des interventions surnaturelles pas possible. Donc dans une situation pareille, seul bagage est capable de dire il n'existe aucune explication. Ou du moins, si ça nous pas connaît aujourd'hui, peut-être demain nous le connaître. Mais ça fait entre 140 et 200 ans, nous ne sommes pas capables de découvrir bagage ça. Et donc c'est le problème ça qui passe dans le modèle de Darwin. Maintenant, lorsque Louis Agassiz lui présentait thèse par là, antithèse contre la théorie de Darwin, qui est-ce qu'on est capable de gagner entre deux messieurs ça? Qui est-ce qui gagne un débat sur l'origine de la vie? Darwin qui gagne un débat. Mais Darwin gagne un débat pour un seul erreur que Louis Agassiz fait. Et c'est erreur ça en pile chrétien fait aujourd'hui. Il interprète la Genèse, il interprète les jours de création de la Genèse comme des jours de 24 heures. Mais erreur. Parce qu'on ne peut pas interpréter les jours de Genèse comme des jours de 24 heures. Parce qu'ils ne correspondent pas avec les faits. Ils ne correspondent pas avec les recherches scientifiques. Ils ne correspondent pas avec Donio. Parce qu'automatiquement, on a une interprétation de jour de 24 heures, tout le monde va le rire. Et c'est exactement ça qui passe Louis. Lorsque Louis présentait ça privé au niveau de l'explosion cambrienne, toute communauté scientifique là, reconnaît, réalisé ça son talon d'Achille pour la théorie de l'évolution. Tout reconnaît que, à la lumière des faits, à la lumière de l'explosion, à la lumière de l'explosion cambrienne, thèse évolution n'a pas campé encore. Mais cependant, Louis Agassiz a une difficulté parce que monsieur est tellement accroché avec une explication littérale de la Genèse avec des jours de 24 heures que toute communauté scientifique là qu'on y a la vie rire parce que ça l'a dit pas correspond à faire. Maintenant la question c'est est-ce que jour Genèse là, jour représenté, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, est-ce que c'est des journées de 24 heures? Est-ce que la Bible dit que c'est des jours de 24 heures? Est-ce qu'il y a une confirmation dans les Écritures qui dit que jour ça, la Bible a présenté, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Est-ce que son jour de 24 heures? Est-ce que la Bible dit? Puisque la Bible pas dit, pas de aucune raison pour que Louis Agassiz ait face sur ça et que ne pas capable de faire concession. Et s'il était arrivé à faire concession ça, je dis, nous ne pouvons pas parler de la théorie de Darwin, parce que son théorie était caduque longtemps. Son théorie capote depuis longtemps. Tout la simple et bonne raison, il y a un monde qui a besoin d'une explication sur un bagage que bon Dieu n'a pas expliqué de manière explicite. Un bagage que bon Dieu n'a pas présenté. Parce qu'il n'y a rien qui indique que jour, c'est des jours de 24 heures. Et lorsque on prend fossile, lorsque on prend, si vous voulez, époque géologique comme je présenté tout à l'heure, il ne pas correspondre à des journées de 24 heures. Si on interprète la Genèse de manière littérale, les jours de la création de manière littérale, on va prendre compte que l'univers là, il existait seulement pendant 6000 ans. Et peut-être qu'il y a des gens qui piquent Clément qui est capable de dire qu'il existait entre 6 à 10 000 ans. Maintenant, comment on va l'expliquer pendant 6 à 10 000 ans? Comment on va dire qu'il y a seulement 6 à 10 000 ans pendant que nous avons une couche géologique qui campe devant nous, qui dit nous que mais la vie là, qui a 530 millions d'années, comment on va l'expliquer? Parce que c'est ça que je voulais montrer nous dans l'étude. Ça, je voulais montrer nous que bon Dieu lui écrit 2 livres. Bon Dieu écrit un livre qui c'est le livre de la nature. Il écrit un autre livre qui c'est le livre de l'écriture. Puisque bon Dieu dit c'est auteur la nature, dit c'est auteur l'écriture, pas supposé qu'il y ait une contradiction entre eux-mêmes.
Donc, pas de contradiction entre la science et la Bible, seulement des contradictions dans les mécanismes d'interprétation. Seulement des contradictions dans les gens scientifiques interpréter données, des contradictions dans les gens théologiens expliquer données. Donc, contradiction, il n'y a pas entre la science et la Bible, contradiction, il y a entre théologiens et scientifiques. Mais puisque bon Dieu, il est l'auteur de la Bible, il est auteur de la nature pas supposé dire un bagage qui contredit la Bible, et la Bible pas jamais dire un bagage qui contredit la nature, parce que tous les deux ont le même auteur. Et c'est ça que Louis Agassiz pas rendre compte. Et c'est ça que je vais prouver nous dans quelques minutes que je et qui fait que aujourd'hui on a parlé de Darwin. Parce que ce sont des théories qui caduquent depuis 140 ans. Mais tout simplement, il y a un monde qui n'est pas capable de concéder, si vous voulez, journée de jours dans la Genèse comme des jours de 24 heures. Maintenant, avant d'entrer dans la thèse, alors il faut me dire que la prochaine conférence, là, on va le faire sur les jours de la création. Peut-être que je capable de prendre des questions, si vous avez des questions sur le jour de création, je suis capable de répondre. Mais la prochaine conférence apologétique que nous avons gagnée, dans l'autre occasion, et nous allons discuter, nous allons présenter nos 3 modèles d'interprétation des jours de la Genèse. Est-ce que c'est des jours de 24 heures? Est-ce que c'est des époques que vous avez? Est-ce que c'est simplement son cadre explicatif de ce que bon Dieu fait dans l'univers? Donc nous allons gagner une étude apologétique sur ça. Maintenant, on va continuer avec Jean que modèle Darwin a présenté l'origine de la première vie. Lorsque vous lisez le modèle Darwin, il présenté comme ça. Il tout simplement dit que mais comment la vie commençait? La vie commençait, si vous voulez, rapidement à partir de le refroidissement de la Terre. Donc c'est un modèle explicatif par eux. Il dit que ça que Terre a refroidi et tout de suite après le refroidissement, on va avoir des combinaisons de gaz simples, des combinaisons d'hydrogène, des combinaisons d'azote, des combinaisons de dioxyde de carbone qui après réagir pour produire de l'acide aminé. C'est-à-dire que pour lui-même, toutes les fois que vous avez des gaz qui combinent, qui sont capables d'acide aminé, c'est-à-dire que vous êtes capable d'expliquer l'origine de la vie. Et c'est ça que fait des scientifiques qui ont passé toute vie pour voir qui gaz sont capables de combiner pour être capable de déboucher sur l'acide aminé. Automatiquement, ils sont capables de créer soupe ça, une soupe qui est une soupe biotique, donc ils sont capables de prouver effectivement que la vie n'est pas sortie dans un créateur, mais tout simplement que l'y évolue. Et non seulement où vient une combinaison ça, de gaz ça, il vient ajouter autant, parce que qu'on y a là une macroévolution, il vient ajouter autant, plus énergie qui combinée, que ce soit énergie soleil, activité volcanique, des rayons lumière, et toute bagaille ça, il y a des processus là en activité, et c'est ça qui prend le baou, si vous voulez, il y a une soupe biotique qui prend à l'origine de réalité des êtres unicellulaires qui t'a évoluer pour venir des êtres beaucoup plus complexes que aujourd'hui. Maintenant, il y a 2 scientifiques. Lorsque monsieur comprend le bagage ça, on dit ah bon, il va inventer acide aminé, il même pour être capable de prouver la théorie de Darwin parce que puisque lorsque vous regardez où est que Louis Agassiz a prouvé que à partir de l'explosion cambrienne, théorie n'a pas campé sur rien, il même venu avec l'autre formule, l'autre mécanisme d'interprétation pour capable montrer effectivement que Darwin a raison. Donc c'est 2 scientifiques. C'est Stanley Miller avec Howard Urey. 2 monsieur Sayo, ils ont arrivé à produire effectivement des acides aminés. Lorsque découverte ça a fait à travers le monde entier, ça c'est une grosse découverte qui t'a prouvé effectivement que peut-être que théorie évolution, ils ont part de vérité. Même lorsque talon d'Achille, c'est explosion cambrienne, que personne n'a pas expliquer, mais au moins, monsieur est arrivé à produire acide aminé. On n'a pas qu'à la vie sans acide aminé. Et c'est expliquer que c'est tout acide, ça, tout gaz ça, qui est combiné dans le temps, combiné avec énergie qui vient de naissance à ça que nous y est. Maintenant, à partir de cette découverte, la communauté scientifique allait conclure que la génération de vie chimique spontanée à partir de soupes prébiotiques était à l'origine de la vie. Mais cependant, il y a 2 failles qui font que la communauté scientifique là, même lorsque vous finissez de battre bravo pour découvrir de M. Sayo, vous avez rejeté d'un revers de la main pour 2 raisons. Première raison, c'est que conditions que M. Sayo présentait comme étant des conditions initiales, si conditions initiales ça a été réunies, la vie n'est pas capable de présent tout simplement parce que l'expérimentation ça a montré que l'oxygène n'est pas présent pour réaction fonctionner. On est d'accord, lorsque 2 monsieur ça travaillent dans le laboratoire, il faut qu'ils respirent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas capables de respirer, c'est mon yo. Or, dans ce processus-là, depuis qu'il y a oxygène, le processus-là détruit la possibilité pour capable gagner acide aminé, possibilité pour capable gagner la vie. Donc, dans ce sens-là,
Donc, il prouvait que, effectivement, condition ça que monsieur ça a été utilisé pour être capable de produire acide aminé ça, condition ça n'est pas, si vous voulez, des conditions initiales et qui te mènent à premier vie. Donc, c'est ça que vous conclut au niveau de la science. Deuxième réalité, c'est que lorsque vous avez deux scientifiques qui travaillent dans le laboratoire, qui travaillent sur un processus, donc ils ont combiné des gaz pour être capable de faire acide aminé pour dire que c'est bagaille ça qui est à l'origine de la vie. Réalité est simple. C'est que si nous dit que lorsque la nature a fait ça, il était fait de manière aveugle, guidée par la chance. Mais nous d'accord avec moi, lorsque moi j'ai deux scientifiques qui entrent dans le laboratoire, ce n'est pas la chance encore, non? Son intervention intelligente qu'il a fait. Parce qu'il a utilisé brain. Donc si nous dit que ça que deux monsieur ça a produit, il est conforme avec les conditions primordiales qui étaient la vie, c'est que faut que nous d'accord tout, dans les conditions primordiales qui étaient naissance à la vie, il y a une intelligence qui est impliquée là-dedans. Parce que lorsqu'on a deux scientifiques qui travaillent, son intelligence. En réalité, théorie évolution, c'est que son théorie qui est basée sur un processus évolutif aveugle guidé par la chance. Maintenant, la question que nous devons poser, lorsque deux monsieur ça ont été dans le laboratoire, lorsque vous avez mélangé les bagages dans le tube, est-ce que c'est un processus aveugle guidé par la chance? Ou bien est-ce que c'est un processus intelligent? Si c'est un processus intelligent, donc on est capable de dire tout que ça qui est à l'origine de conditions primordiales qui étaient la vie, il était tout à fait une condition intelligente. Donc dans ce sens-là, même communauté scientifique qui était approuvée de travail M. Sayo, il a été rejeté d'un revers de la main parce qu'il ne correspond pas aux faits. Maintenant, qui ça fait, on dit? Je vais aller rapidement pour me dire, non, mais qui ça fait, on dit, par rapport à la théorie Darwin, pour prouver justement que Darwin n'a pas de raison dans l'approche. Premièrement, que disent les faits? Il y a une recherche qui a été faite dans l'université McGill au Canada et qui arrive à prouver que pour que vous soyez capable de gagner évolution, donc son processus qui est supposé unique à chaque étape. C'est-à-dire que moins d'erreurs que tu as fait dans le processus là tout camper. Parce que pour ne pas camper, il faut qu'il y ait un plan devant que la suive. Et si il y a une erreur, il faut être capable de retourner en arrière pour le corriger. Mais dans la mesure où son processus aveugle, donc pas de moyen pour que le retourne à l'arrière et son processus qui suppose continuer tête jusqu'à présent. Mais cependant, nous réalisons que le camper. Le processus n'a pas qu'à répéter. Deuxièmement, étant guidé par la chance de manière aveugle, le processus évolutif là n'est pas capable de déboucher sur des êtres humains. Des êtres aussi complexes que moi-même avec eux. Particulièrement lorsqu'on prend cellule monde. Lorsqu'on prend cellule monde, on a autant d'informations dans une cellule humaine que dans une encyclopédie. C'est comme si on a dit, demain matin, m'entrer dans une bibliothèque, mon encyclopédie, et me conclue que l'encyclopédie ça existait parce que une explosion qui est faite dans une imprimerie, c'est dit que c'est nécessaire une encyclopédie. Est-ce que je peux conclure comme ça? Et c'est même bagage, je ne suis pas capable de